Je veux juste blesser les gens, mais je ne voulais pas ressentir ça, et que ça me plaise ou non, je suis comme ça. J'ai ouvert le ventre des deux, d'environ cette taille, tu vois. J'ai mis un téléphone portable dans son ventre et un verre en cristal dans le sien. Est-ce que le crime parfait existe vraiment ? C'est une question que je vois toujours dans les commentaires par ici. Et un double homicide survenu en Californie en 2013 a longtemps fait croire au FBI que oui. La scène absolument cruelle avait tout, mais aucune piste sur l'assassin, ce qui a fini par conduire à une enquête. Qui aurait pu ne jamais avoir de fin, si ce n'était pour un seul dénouement inattendu ? Un appel téléphonique. Et l'auteur du crime, croyez-le ou non, est finalement devenu conférencier motivateur lors d'un Technology, Entertainment, Design Talk, avec une conférence intitulée « Accueillir notre humanité ». Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire du couple Olivier et Claudia et de leur assassin, un garçon de seulement 15 ans, Daniel Marsh. En 1955, à l'âge de 58 ans, Claudia Marie Maupin a décidé de déménager dans la ville de Davis, en Californie, une ville pleine de paysages naturels et choisie comme lieu de vie, pour qu'elle puisse profiter de sa future retraite. Claudia était divorcée, elle avait déjà traversé 2 mariages, avait des enfants, des petits-enfants et menait une vie financièrement confortable. À Davis, elle s'est engagée dans des groupes de bénévoles. Elle a rejoint l'église chrétienne locale. Et elle a trouvé une communauté de voisins et d'amis, avec qui elle a développé une relation étroite de réconfort et de soutien. Mais ce n'était pas seulement une vie pleine et solitaire qu'elle recherchait. Claudia, au fond, voulait un nouvel amour, une compagnie avec qui elle pourrait partager cette nouvelle étape de sa vie. Après quelques mois, elle a rencontré Olivier Northup, âgé de 69 ans, un vétéran de guerre et avocat à la retraite, qui était l'un des fondateurs de l'église qu'elle fréquentait. Tout comme elle, Olivier avait déjà traversé plusieurs mariages, et à ce moment-là, il cherchait aussi de la compagnie. La rencontre des deux n'aurait pas pu être plus parfaite. Ils étaient compatibles, ils adoraient fort s'amuser, que ce soit en voyageant ou en rencontrant des amis. Et en peu de temps, environ 1 an après s'être rencontrés, ils ont officialisé leur union, se mariant en 1996 lors d'une cérémonie assez grande. Juste pour vous donner une idée, parents proches, enfants, 14 petits-enfants. Le couple s'est installé dans le lotissement de Cowell Boulevard. Les années suivantes furent et gratifiantes. La réunion des familles a si bien réussi que certains de leurs enfants et petits-enfants ont également déménagé à Davis, juste pour être plus proches du couple. Au fur et à mesure que tous deux prenaient de l'âge, ils ont pu voir leur grande famille s'agrandir de plus en plus. Quand ils ont commencé à avoir des arrière-petits-enfants, Claudia faisait partie d'une troupe de théâtre et Oliver était membre d'un groupe local. Cependant, dans la matinée du 14 avril 2013, un comportement pour le moins étrange a suscité l'inquiétude de leurs proches. Oliver devait se présenter à la répétition. Il n'est pas venu et n'a donné aucune explication. Et Claudia ne répondait pas. Aucun des nombreux appels passés par l'une de ses filles n'a été répondu. Comme ce comportement n'était pas du tout habituel entre eux, l'un des fils d'Oliver, Robert, a décidé de passer à la maison. Bien qu'il ait une copie de la clé de la maison, il a d'abord regardé de l'extérieur et n'a rien vu d'étrange. Il en a conclu que le couple était sorti et a choisi de ne pas entrer chez eux. Ce même jour, quelques heures plus tard, toujours sans aucun signe du couple, Laura, une autre fille d'Oliver, a fait la même chose et s'est rendue à la maison. Elle a fait le tour de toute la cour de la maison, quand, étrangement, elle a remarqué qu'une fenêtre était ouverte. Et à l'intérieur de la maison, il y avait des traces de sang, comme si quelqu'un était sorti par là. Elle est alors entrée et a vu quelque chose de complètement choquant. La chambre du couple était complètement ensanglantée et, sous les draps du lit, se trouvaient les corps de Claudia et Olivier. Comme si le fait qu'ils soient sans vie ne suffisait pas, les conditions étaient incroyables. Les 2 corps étaient complètement mutilés, avec pratiquement toutes les viscères exposées. Dans l'estomac de Claudia, il y avait un téléphone portable et dans l'estomac d'Oliver, une coupe en verre. Ils étaient remariés depuis 17 ans.
Ils avaient respectivement 76 et 87 ans, et la barbarie a choqué toute la communauté locale. La police a été appelée, la maison a été isolée et les experts ont commencé à travailler, dans ce qui allait devenir l'une des affaires les plus cruelles jamais vues par le département de police de Davis. Les corps ont été envoyés pour une autopsie qui a ensuite révélé au moins 128 coups de couteau, 61 sur Olivier et 67 sur Claudia. Ces coups allaient du cuir chevelu jusqu'à la pointe des pieds. Et on dit au moins 128, parce qu'une partie du corps était déjà ouverte, on ne sait pas combien de coups ont été portés là avant que la peau ne soit déchirée. Dans ces premières heures, une seule question résonnait dans la tête de tout le monde. Qui aurait été capable de commettre une telle atrocité ? En parlant avec les habitants de la résidence, personne n'avait rien à dire sur d'éventuels suspects ou des mouvements étranges. Même le voisin de la maison d'à côté, Bill Marsh, a affirmé n'avoir vu personne ni entendu quoi que ce soit. Il a même ajouté qu'il était nouveau dans le quartier et que, malheureusement, il n'avait même pas eu l'occasion de rencontrer le couple. Il n'y avait pas de réponse à cette question, ni à beaucoup d'autres qui allaient suivre. Ce que personne n'attendait, c'est que des semaines allèrent à passer sans que la police ne trouve la moindre information utile sur l'affaire. L'improbable semblait s'être produit. Ils étaient face à ce que beaucoup appellent le crime parfait. Le responsable n'a laissé aucune trace. Dans la maison, il n'y avait aucun échantillon d'acide désoxyribonucléique, des cheveux, des empreintes digitales. Les empreintes de pas semblaient avoir été faites à l'aide d'un plastique. Autrement dit, il n'avait en pratiquement rien. Le manque de progrès dans l'enquête a exercé une pression de la part de la famille et le FBI a été appelé à l'aide. Eux, de leur côté, ont décidé d'interroger tous les membres des familles un par un. Mais ce sont Robert et ses deux fils, le fils et les petits-fils d'Oliver, qui ont suscité le plus de soupçons. Principalement parce que l'un des garçons, appelé Tony, souffrait de schizophrénie. Et lors d'une inspection chez Robert, la police a trouvé un dessin troublant fait par le jeune homme. Un homme, un couteau à la main, faisant face à deux personnes, un homme et une femme qui étaient en train de dormir. Convaincu que le jeune homme pouvait être impliqué, la police a fouillé la maison à la recherche de l'arme du crime potentiel. Ils ont emporté des vêtements, des chaussures, d'autres effets personnels pour analyse, mais au final, rien n'a été trouvé. D'autres jours sont passés, puis une voisine a appelé la police disant qu'elle avait trouvé étrange le fait que Bill Marsh, le voisin du couple, a déménagé rapidement après le crime, de la maison qu'il venait tout juste de louer. Dans un déménagement où, selon elle, Bill semblait vouloir partir le plus vite possible. Pour les autres habitants de la région, c'était juste une personne qui était venue et qui était repartie en peu de temps, sans élargir ses relations avec les autres. Mais pour la police, il était un gars bien connu, pour une histoire assez belle. Et a priori, hors de tout soupçon. Bill Marsh est un homme divorcé. Il s'occupait de 2 enfants, dont l'aîné Daniel Marsh, qui, en 2008, alors que le garçon n'avait que 10 ans, l'a sauvé d'une crise cardiaque. Il a réussi à effectuer une réanimation cardio-pulmonaire guidée par téléphone par les urgences avant que les ambulanciers n'arrivent. L'histoire était devenue une nouvelle dans presque tout le pays. Et Daniel est devenu l'un des seuls enfants à recevoir le prix des héros de la Croix-Rouge. Récompense les actes de personnes ordinaires qui sauvent des vies et impactent la communauté. Le père et le fils ont eu leurs 15 minutes de gloire. Puis ils ont repris le cours de leur vie. C'est justement pour cette raison que les enquêteurs ne pensaient pas qu'il pouvait y avoir un quelconque suspect dans cette famille. Ce changement soudain pouvait simplement être la volonté de la famille Marsh d'éviter de se retrouver à nouveau près de la mort. Mais 2 mois plus tard, un nouvel appel allait tout changer, laissant la police au milieu d'un rebondissement qui a surpris tout le monde. Et cela remettrait une fois de plus le nom de famille Marsh à la une des journaux du pays. Un adolescent nommé Alvaro Garibay jusqu'au commissariat pour partager une information plutôt inquiétante au sujet de son ami Daniel Marsh. Lors de son interrogatoire, Alvaro a exposé tant de détails sur le crime qu'il était lui-même devenu l'un des principaux suspects.
Mais selon lui, tout ce qu'il savait venait des faits racontés par Daniel. Daniel a été convoqué, interrogé et, pendant près de 4 heures, il a nié son implication dans le crime. Mais les enquêteurs ont utilisé des tactiques pour le mettre sous pression, le poussant à s'ouvrir et à révéler les aspects les plus terribles de sa personnalité, qui sont venus avec la confession descriptive et sordide de la douleur qu'il a infligée au couple, une confession faite sans aucun remords, encore moins d'empathie. Vous avez commenté que chaque fois que vous voyez des gens, vous pensez à la façon dont vous les tueriez. C'est bien cela? C'est ça. Comment vous me tueriez? De plusieurs façons. Je pourrais vous étrangler avec cette cravate, ou vous frapper la tête plusieurs fois contre le miroir jusqu'à ce qu'il se brise, et utiliser le même morceau de verre pour vous trancher la gorge ou vous arracher les yeux. Rien de personnel. Tu as fait des recherches sur les psychopathes sur ton ordinateur? Oui, j'ai fait des recherches. Et pourquoi as-tu fait ça? Parce que j'ai toujours trouvé cela intéressant. Plus je grandis, plus je me sens connecté à ça, parce que je n'arrive à ressentir de l'empathie pour personne. Je veux juste blesser les gens, je veux tuer, mais je ne voudrais pas ressentir ça. Et que ça me plaise ou non, je suis comme ça. J'ai ouvert le ventre des deux, à peu près de cette taille-là. Au nez-là, je lui ai mis un téléphone portable, et à lui j'ai mis un verre en cristal. Daniel Marsh, né le 14 mai 1997 à Davis, Californie, est le fils aîné de Sherry et Bill. Apparemment, il a eu une enfance normale et, comme n'importe quel garçon, il aimait jouer, faire du vélo, aller chez des amis. Daniel était très attaché à sa famille. La preuve en est qu'en 2008, à seulement 10 ans, il a sauvé la vie de son père lorsqu'il a eu une crise cardiaque. Mais toute cette joie a été détruite très rapidement lorsque soudainement sa mère a décidé de quitter son père, parce qu'elle avait découvert un nouvel amour. L'institutrice de maternelle qui s'était occupée de Daniel. L'affaire a bouleversé Bill. Sherry a demandé à avoir la garde des enfants, ce qu'il n'a pas contesté. Elle n'abandonnait pas la maternité. Ses enfants pouvaient lui rendre visite quand ils le voulaient, mais elle ne voulait pas les amener dans un environnement qui, pour elle, était encore une nouvelle découverte. Mais pour Daniel, cela c'était un choc. Il s'est senti abandonné par sa mère et, d'une certaine manière, trahi par la professeure qui avait mis fin au mariage de ses parents. Après ce traumatisme, Daniel a commencé à fantasmer que son ancienne professeure pourrait mourir. Ou peut-être, s'il l'avait tuée avant, rien de tout cela ne serait arrivé. Ses pensées étaient partagées ouvertement avec un psychologue du conseil des élèves. Presque 6 mois se sont écoulés depuis que Sherry a pris cette décision, et l'état psychologique de Daniel s'aggravait. Orienté vers un psychiatre, à seulement 12 ans, il avait déjà été diagnostiqué avec un trouble d'adaptation et une dépression. Avec des niveaux d'anxiété pratiquement élevés, Daniel a commencé à prendre des médicaments très puissants, comme le Prozac, mais l'effet du médicament n'atténuait plus les symptômes, comme c'était le cas au début. En effet, à mesure qu'il entrait dans l'adolescence, Daniel a commencé à boire et à consommer des drogues. Il s'est resté hospitalisé pendant des mois, traitant sa nouvelle condition. Face aux multiples diagnostics, il a été recommandé d'augmenter la dose de ses médicaments et de commencer un traitement avec d'autres médicaments comme des antipsychotiques. Même ainsi, ses pensées cruelles ne cessaient pas, et il continuait à imaginer l'acte de tuer de façon de plus en plus intense. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il apprenne à ne pas partager de telles informations avec les médecins? Et ainsi il a été libéré. À l'âge de 15 ans, Daniel s'était mis en tête que rien de tout cela ne changerait sa personnalité. Et ainsi, il a commencé à fantasmer sur l'idée de devenir un tueur en série. C'était quelque chose qu'il disait sur le ton de la plaisanterie, mais avec un fond de vérité. Ouvertement devant ses amis, il a commencé à maltraiter des animaux, allant jusqu'à étrangler un chat, mettre le feu à un autre et même tuer un raton laveur à coups de pied. Et c'est ainsi que, le 14 avril 2013, exactement un mois avant d'avoir 16 ans, Daniel n'a pas résisté à ses impulsions.
Il était chez sa mère et avait prévu de sortir, à la chasse d'une victime. Il s'est habillé de vêtements noirs, d'un masque de ski, de gants, il a collé la semelle de ses chaussures pour ne pas laisser de traces et, à la ceinture, un couteau. Vers 2 heures du matin, il est sorti à la recherche d'une maison ouverte où il pourrait entrer et satisfaire ses pulsions avec n'importe qui. Dans son plan pour essayer de se donner un alibi, il est allé dans la région de la maison de son père. Car lorsque le crime serait découvert, il pourrait dire que cette nuit-là, il était chez sa mère. Daniel a regardé dans plusieurs maisons, toutes fermées, lorsqu'il a remarqué la fenêtre entr'ouverte de la maison de Claudia et Olivier. Coïncidence, juste à côté de la maison de son père. Il est entré aisément dans la maison. Il est allé jusqu'à la chambre du couple, où il les a observés dormir pendant environ 10 minutes, planifiant ce qu'il allait faire et comment le faire, pour qu'il puisse maîtriser les deux. Ainsi, il a rapidement commencé à asséner des coups alternés au couple, en commençant par la jugulaire, et il n'a pas arrêté, répétant les mouvements sur tout le corps. Tout s'est passé très vite, Daniel ne s'arrêtait pas et il ressemblait à un animal. Même lui ne sait pas combien de coups il a infligés. Comme je l'ai dit précédemment, l'examen de la nécropsie a pu identifier au moins 128 coups au total. En constatant que les deux étaient non sans vie, le plus logique aurait été de fuir. Mais Daniel a décidé de jouer avec les victimes, en ouvrant la région abdominale et en retirant tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Après ça, pourquoi et pourquoi faire ? Il a inséré un téléphone portable dans l'estomac de Claudia et une coupe en verre dans l'estomac d'Olivier. Ce n'est qu'après cela qu'il a quitté les lieux. Comme c'était le matin, il portait seulement des vêtements noirs. Les taches qui se trouvaient sur ses vêtements étaient en quelque sorte dissimulées dans la pénombre de la nuit. En rentrant chez lui, Daniel était en extase. Selon lui, même en ressentant un plaisir bien plus grand que le plaisir sexuel, il désirait commettre le même acte, dans un avenir pas très lointain. Dans les jours qui ont suivi, il semblait tellement heureux et fier de ce qu'il avait fait, qu'il délibérément s'est mis à raconter l'histoire sur ce ton de plaisanterie, mais avec un fond de vérité. À ses amis et à sa petite amie, il disait qu'il avait tué un couple et que tout s'était très bien passé. Il ne s'attendait tout simplement pas à ce que l'un de ses propres amis le dénonce. À la police, le FBI a perquisitionné et saisi des biens chez les parents de Daniel. Et c'est chez Sherry qu'ils ont trouvé dans le garage l'arme du crime, un couteau et les vêtements ensanglantés. Des preuves suffisantes qui le reliaient au meurtre brutal. Bien qu'il soit mentalement instable et présente des signes de psychopathie, Daniel n'a pas été considéré comme fou. Et, par conséquent, il pouvait être tenu responsable normalement pour avoir agi de manière pleinement consciente, même s'il était mineur 1 an après le crime. En 2014, il a été jugé comme un adulte et condamné pour double homicide qualifié, écopant de la prison à perpétuité, avec droit à une libération conditionnelle. Après 52 ans, aux yeux des États-Unis, la justice avait été rendue. Mais l'histoire ne s'arrêterait pas là. Elle est encore plus choquante. En 2018, lorsque la Californie a modifié une loi stipulant que les mineurs délinquants âgés de moins de 15 ans ne pouvaient pas être jugés comme des adultes, et encore moins envoyés dans des prisons ordinaires, mais plutôt dans des centres de réhabilitation où ils devraient rester pour une durée maximale de 10 ans, la modification a poussé l'État à réexaminer plusieurs affaires impliquant des adolescents dans des crimes. Et l'un d'eux était celui de Daniel, qui, bien qu'il ait maintenant 21 ans, avait 15 ans au moment du crime. Il ne lui manquait qu'1 mois pour avoir 16 ans, en raison de ce changement de loi qui lui donnerait droit à un nouveau procès, et la possibilité qu'il soit libéré, car le temps qu'il avait déjà passé en détention serait compté comme faisant partie de la peine à purger. Ses avocats ont obtenu l'autorisation pour qu'il donne une conférence. Lors d'une conférence Technology Entertainment Design sur le fait d'être réhabilité, prêt à retourner à la vie en société, le titre de sa conférence « Accueillir notre humanité ». Sur scène, Daniel a tenu un discours très positif et percutant. Et il a même révélé qu'il avait subi une série d'abus sexuels dans son enfance, ce qui l'aurait sérieusement affecté et l'aurait conduit à commettre un tel crime.
Ici, il convient de souligner que cela n'a jamais été dit aux enquêteurs, à la famille ou aux amis, pendant l'enquête ou à aucun moment de sa vie. D'ailleurs, lorsqu'on l'a interrogé à l'époque, il a nié, de sorte qu'il est impossible de savoir si c'est vraiment vrai ou non. La conférence est devenue une vidéo. Le contenu a provoqué l'indignation parmi les proches de Claudia et Olivier, qui ont dû saisir la justice pour faire retirer le matériel, réussissant à le faire supprimer. Seulement quelques semaines plus tard, seulement après, malgré le fait que sur le site officiel du Technology Entertainment Design Talk, il existe encore une référence à cette conférence. Présentant une citation de Daniel où il dit « Ouvrez les guillemets. Je me considère comme un individu résilient, loyal et bienveillant, qui ne dit pas toujours la bonne chose mais qui a toujours de bonnes intentions. Les amis et ceux qui me connaissent me décrivent comme amical, drôle, intelligent et ingénieux. Ma passion et principal intérêt, c'est la musique. Je suis chanteur et guitariste. Écrire mes propres chansons et créer du matériel original occupe une grande partie de mon temps. » Fin de citation. La vidéo d'aujourd'hui a déjà été supprimée de toutes les plateformes numériques. Les familles du couple ont dû faire face à nouveau à l'usure des salles d'audience avec la nouvelle tentative de la défense de libérer Daniel, après la modification de la loi de l'État. Cependant, rien n'a eu d'effet. Daniel Marsh a de nouveau été reconnu coupable et condamné à la même peine. Prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 52 ans,